Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Une résolution de la crise politique se dessine pour la Libye. Après plusieurs jours de concertation organisée à Tanger, les députés libyens se sont engagés à mettre fin aux divisions. Un engagement pris en vue de préserver la souveraineté nationale. La campagne arachidière 2020-2021 a débuté au Sénégal, un démarrage difficile pour la Société nationale de commercialisation des oléagineux qui éprouve des difficultés à récolter des graines d'arachide. Et enfin, amélioration de l'accès à l'eau potable au Gabon grâce au projet d'adduction d'eau potable réalisé par la Société d'énergie et d'eau du pays. 10 000 personnes des quartiers du Grand Libreville bénéficient désormais d'un meilleur approvisionnement. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord au Mali, les 121 membres du Conseil national de transition sont désormais connus. La liste a été rendue publique ce jeudi 3 décembre par le biais d'un décret présidentiel lu à la télévision nationale. Sans surprise, le vice-président du Comité national pour le salut du peuple, le colonel Malik Diaw, figure en tête de cette liste. Un document dans lequel figurent également certains membres du mouvement du 5 juin. A noter que le CNT devrait se réunir ce samedi 5 décembre en vue d'élire leur président. Le colonel Malik Diaw est d'ailleurs pressenti pour prendre les rênes de l'instance. La résolution de la crise politique se précise pour la Libye. Après plusieurs jours de discussions organisées à Tanger, les députés libyens de la Chambre des représentants ont exprimé le 28 novembre dernier leur détermination à aller de l'avant. Plus de 120 parlementaires se sont en effet engagés à, je cite, mettre fin aux divisions en vue de préserver la souveraineté nationale. Aïssatou Bari. Les lignes ont-elles bougé dans la résolution de la crise libyenne? C'est ce que laisse croire Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Selon lui, les résultats de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne constitueront un point de changement important qui aura un grand impact sur le processus politique. L'étape politique actuelle nécessite une Chambre des représentants harmonieuse qui avance dans une seule direction, où les divisions géographiques et politiques prennent fin et qui œuvre en tant qu'un seul organe au service de la Libye et des Libyens. Au terme de la réunion consultative de la Chambre des représentants libyenne, les députés ont convenu d'un certain nombre de points. Il s'agit notamment de la tenue d'une session en Libye, à Gadamès, dont l'objectif sera d'approuver l'ensemble des décisions visant à mettre fin à la division au sein de la Chambre des représentants et de lui permettre de remplir pleinement son rôle. Vu qu'il y a des réunions à Tunis qui essayaient à tout prix de trouver une solution pacifique entre les Libyens, et alors le Maroc a lancé une initiative et tout ça, malheureusement, voire opposé, et ça a trouvé une solution pacifique à la crise libyenne. Moi, je le considère comme une initiative parallèle pour handicaper, pour faire obstacle au pourparlers de Tunis qui a commencé depuis 2 semaines et sans issue réelle pour la crise libyenne. Les participants à la réunion consultative s'étaient également engagés à mettre fin à la période de transition dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de la tenue de la réunion de la Chambre des représentants. À l'approche des élections régionales au Cameroun, les attentes sont nombreuses pour les citoyens. Les Camerounais espèrent en effet que ce scrutin électoral donnera réellement vie au processus de décentralisation. Parmi leurs requêtes, les habitants demandent à ce que les futurs conseillers régionaux soient au plus proche de la population. Les précisions de Mildred Diamou. À l'aube de l'activation des premiers conseils régionaux au Cameroun, les attentes sont nombreuses au sein de la population. La communauté anglophone en particulier espère que les premières élections régionales concrétisent réellement le processus de décentralisation du pays. Par ailleurs, elle appelle sur tous les conseillers régionaux à aller au plus près de la population
pour leur implication dans la résolution définitive de la crise séparatiste qui sévit dans les régions nord-ouest et sud-est du pays. Ces élections vont amener les élus du peuple à redescendre, à prendre contact direct avec le bas peuple, n'est-ce pas, et leur ramener à la Convention. Et ces élections vont permettre de comprendre réellement leurs problèmes pour amener la paix là-dedans. C'est de toucher, aller rencontrer le peuple. Parce qu'avant, nous avons des députés qui étaient un peu plus loin du peuple. Le conseiller est sur place et il est dans sa région. Donc ça voudrait dire qu'il est proche de son peuple. Ils vont à ce moment-là prendre contact avec eux, étaler leurs problèmes, parce que ça va permettre que les colères qui se cachent à travers les discours qui sont depuis très longtemps, disons 4 ans aujourd'hui, sensiblement 4 ans, ces colères-là vont être exprimées. De l'avis de la population éducative, la voix des jeunes doit compter. Ces jeunes souhaitent que les futurs conseils régionaux inscrivent dans leurs priorités la résolution des problèmes liés au chômage. Il y a trop de chômage. Vous voyez une petite fille avec beaucoup d'ambition sortant du collège, se disant que après j'aurai mon concours, après je vais faire une formation, mais bam, arrivée, elle est surprise. Elle se rend compte que ce n'est pas du tout ça. C'est compliqué, c'est dur pour un jeune de s'en sortir. En octobre 2019, les travaux du Grand Dialogue national ont débouché sur un statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce statut spécial qui accorde encore plus d'autonomie implique la mise en place d'une assemblée régionale et d'un conseil exécutif régional. Il autorise également ces 2 régions à participer à l'élaboration des politiques publiques nationales et créer des missions régionales de développement. L'actualité, c'est également une montée des tensions en République démocratique du Congo entre le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila et le Cap pour le changement du président Félix Tshisekedi. Le FCC a en effet accusé la coalition politique de l'actuel chef de l'État de corruption en vue d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. La formation de l'ancien président de la République affirme même avoir des preuves. Face à ces allégations de corruption, l'Assemblée nationale a indiqué que le Conseil des sages s'est saisi du dossier en vue de mener une enquête. Au Sénégal, le prix d'achat de l'arachide a été fixé à 250 francs CFA le kilo pour la campagne 2020-2021, une hausse d'environ 19% par rapport à l'ancien tarif fixé à 210 francs CFA le kilo. Mais depuis le début de la campagne arachidière, la Société nationale de commercialisation des oléagineux éprouve des difficultés à récolter des graines d'arachide. Et pour cause, les opérateurs étrangers s'approvisionnent directement auprès des producteurs. Les précisions d'Amenedji. Malgré l'ouverture officielle de la campagne arachidière 2020-2021 au Sénégal, l'usine de la Société nationale de commercialisation des oléagineux Sonacos à Ziguinchor n'a encore reçu aucune graine d'arachide. Après une baisse des volumes reçus en début de campagne 2019, soit 28 000 tonnes sur 150 000 tonnes, la nouvelle campagne s'annonce problématique en raison de la concurrence des opérateurs étrangers. Il y a encore temps de rectifier le tir. Plusieurs tonnes de graines sont entre les mains des étrangers, mais ne sont pas encore sorties du territoire national. Il faut faire quelque chose, sinon ce sera la mort programmée de toutes les huileries locales. L'industrie arachidière peine à survivre car les opérateurs étrangers s'approvisionnent directement auprès des producteurs locaux au lieu de passer par les circuits normaux d'importation, générateurs de recettes fiscales et d'emplois. Qui dit subvention de l'État dit que l'État aujourd'hui a encore les moyens, avec cette situation du Covid, de pouvoir financer cette activité, en tout cas ne serait-ce que pour la campagne agricole à venir. Parce qu'aujourd'hui, les revenus de l'État sénégalais ont nettement baissé vu le ralentissement économique et il va falloir que l'État trouve des moyens financiers pour continuer à subventionner ce secteur d'activité. Cela fait longtemps au Sénégal, à l'occasion de chaque campagne de commercialisation d'arachides, que les Asiatiques font irruption sur le marché pour proposer des prix plus alléchants aux producteurs que celui pratiqué par l'État du Sénégal. Au
Au Gabon, les populations bénéficient désormais d'un meilleur accès à l'eau potable. Dans les quartiers de Grand-Libreville, en particulier, 10 000 personnes profitent du projet d'adduction d'eau potable réalisé par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. D'une valeur de 111 millions de francs CFA, ce projet permettra d'augmenter le taux d'accès à l'eau potable de 45 à 95% en zone urbaine d'ici 2022. Joël Marivalo. Dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable, la Société d'énergie et d'eau du Gabon SIG a réalisé un vaste programme d'adduction au bénéfice de près de 10 000 foyers à Libreville. Caractérisé par un stress hydrique depuis quelques années, Libreville devait constamment faire face à des problèmes d'approvisionnement en eau potable au détriment des populations. Moins de 55% des personnes vivant à Libreville, où est concentrée plus de la moitié de la population gabonaise, n'ont pas accès à l'eau potable. C'est un chantier énorme dont le but final est de faire en sorte que le stress en eau que connaît la population gabonaise ne soit qu'un lointain souvenir dans quelques mois. Financé à hauteur de 111 millions de francs CFA, ce projet vient renforcer le programme de développement du secteur de l'eau potable et de l'assainissement élaboré par le gouvernement. Après plusieurs descentes sur le terrain, les équipes techniques de la SIG ont pu constater l'avancée des travaux dans la plaine Niger, à Niali ou encore à Mindoubé 3 qui ont vu le débit de l'eau revu à la hausse grâce à la mobilisation du gouvernement. La SEEG joue un rôle fondamental des missions régaliennes de l'État parce que, voyez-vous, l'eau et l'électricité font partie de ce qu'on appelle vulgairement les secteurs sensibles d'une économie. Et donc, dès que ces sociétés-là agissent ainsi en faveur des populations, elles agissent en faveur des besoins sociaux et développent par conséquent les populations et améliorent le bien-être socio-économique. Notons que dans le cadre du renforcement du réseau d'eau potable à Libreville, ce projet permettra de fournir d'ici 2022 45 à 95% de la population urbaine et 25 à 85% en zone rurale. De plus, la construction d'une nouvelle usine de traitement d'eau, dont les travaux dureront 2 ans, permettra de générer 140 000 mètres cubes d'eau de plus par jour. 3,3 millions, c'est le nombre approximatif de personnes touchées par l'insécurité alimentaire aiguë au Burkina Faso, selon l'ONU. Dans un communiqué conjoint publié en août dernier, le Programme alimentaire mondial et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture avaient d'ailleurs signalé une augmentation de l'insécurité alimentaire aiguë de 50% depuis le mois de mars 2020, un sujet réalisé par Gladys Mwamba. De la triple crise sécuritaire, sanitaire et alimentaire qui affecte le Burkina Faso, les enfants payent le plus lourd tribut. Plus d'un demi-million d'enfants burkinabés de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë, selon l'ONU, à cause de l'insurrection djihadiste qui a engendré plus d'1 million de déplacés. Dans le centre de santé de l'UNICEF de Kaya, situé au centre-nord du pays, la population a doublé en 1 an et demi. L'établissement, qui comptait une trentaine de patients enfants avant la crise, en compte désormais 500. On a des femmes même qui sont mentalement touchées. Donc une femme mentalement touchée, comment il pourra aider son enfant à sortir d'une malnutrition? La fois passée, j'ai tiré trop sur une dame. Je lui ai dit que pourquoi ton enfant est toujours là? Elle me dit que c'est mon beau-père qui consomme la ration de l'enfant. Si le seuil alarmant de plus de 7 millions de personnes souffrant de la faim a été atteint dans la vaste région du Sahel, c'est au Burkina Faso que la situation s'est détériorée le plus rapidement. L'insurrection djihadiste a causé la fermeture de plusieurs établissements de santé et établissements scolaires, privant ainsi des milliers d'enfants d'éducation. Les salles de classe encore ouvertes sont surchargées et des exercices de sécurité y sont régulièrement enseignés pour prévenir toute éventuelle attaque. Et lorsqu'ils donnent 3 coups de sifflet, les enfants savent qu'il y a danger. Et quand il y a danger, il faut faire le plaquage. Les enfants sont obligés de rentrer sous les tables bancs et de protéger leur tête. On ne crie pas, on ne parle pas et on ne pleure pas. On n'essaie pas aussi de fuir. Le déplacement des populations en raison de l'insécurité est l'un des facteurs aggravants de la malnutrition aiguë, une situation sans précédent dans cette région, également touchée par le changement climatique, la pauvreté et la pandémie de Covid-19. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.